esprit du soir du 23 juin 2014, je vais revenir sur des notions fondamentales concernant le langage astrologique, le symbolisme et la dualité. Vous savez que je travaille beaucoup actuellement sur la dialectique Mars-Vénus. Cette dialectique Mars-Vénus, elle est liée aussi à des lieux de vie qui sont différents. Dans un appartement, par exemple, dans une maison bourgeoise, un appartement veut dire qu'il y a quelque part il est divisé en compartiments. Il y a la partie privée et la partie publique. La partie, disons, personnelle, familiale, et puis la partie plus ouverte vers le monde. Par exemple, la salle à manger est un lieu de convivialité qui me paraît très vénusien. Bien sûr, on peut avoir des grandes discussions à table, mais il y a, disons, un ordre, une civilité à respecter, une façon de se tenir, un savoir-vivre, de faire qui est assez codifié et qui est sous le contrôle des femmes en général. Que ce soit le problème de la cuisine, le problème de la préparation de la table, le problème des manières de table, tout ça est très féminin. Et à table, chacun est à égalité. Enfin, je veux dire, on a chacun son assiette, on mange la même chose, et il n'y a pas de rapport de pouvoir a priori absolu. Le salon, c'est différent. Le salon, c'est déjà, je pense au salon du XVIIIe siècle, c'est un salon où il y a parfois des rivalités, des accrochages, des joutes verbales. On passe au salon, on passe à table. Il y a une sorte de dialectique entre les deux pièces. Chez mes parents, il y avait cette égalité. Le salon, c'est à manger, communiquer, des portes vitrées. Et on recevait dans le salon, et à un moment donné, on passait à table, et puis à la fin, on repassait au salon. C'est de va-et-vient. Mais plus généralement, il y a des lieux, effectivement, des lieux qui sont faits justement pour passer un bon moment ensemble, pour prendre un pot. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas à leur aise dans ce genre de contexte. Qui est un contexte peut-être pas hybride, mais qui est un peu spécial, qui est justement un contexte où les rapports de force, les rapports sociaux ne sont pas les mêmes que dans la vie réelle, en quelque sorte. Le président de la République qui est invité à manger chez des gens simples, c'est assez remarquable. À l'époque de Giscard d'Estaing, par exemple. Il y a des choses qui ne se passent pas de la même manière à table et au salon ou dans une assemblée. Des différences d'échelle qui se présentent. Et souvent, j'ai remarqué qu'il y avait des conflits qui pouvaient se produire à ce moment-là. On ne passe pas impunément du salon à la salle à manger, ou de la salle à manger au salon. Ça peut être le lieu, l'occasion de tension, une sorte de tension. Les rapports d'autorité ne sont pas les mêmes, les rapports de force ne sont pas les mêmes, les valeurs ne sont pas les mêmes. Dans les deux cas, on parle, on se sert de la bouche, exactement, mais disons que dans le cas de la salle à manger, on se sert de la bouche pour manger,
et dans le cas du salon, on s'en sert pour parler. Et il y a un art du bien manger, du bien se tenir à table, et il y a un art du bien parler, de la conversation. Donc, vous voyez bien que la dualité, elle nous poursuit partout, y compris dans notre intérieur. La bibliothèque, par exemple, est un lieu aussi, un peu comme le salon, un lieu d'ouverture vers la culture, et non pas vers l'agriculture. Et puis, il y a la chambre à coucher, qui est évidemment un lieu aussi d'intimité, qui a ses propres règles, évidemment. Comment se tenir au lit, bref, il y a tout un ensemble de choses qui sont complètement différentes. Il y a une forte dualité qui est spatiale. Hein. Chambre à coucher, salle à manger, salon, bibliothèque. On pourrait rajouter, bien sûr, la salle de bain, la cuisine, etc. Bon, ça, c'est une chose. Et une autre chose sur laquelle je voudrais insister, récemment, d'ailleurs, j'ai d'ailleurs écrit un article dont je vais reprendre quelques éléments, mais que je vais quand même nettement compléter, à savoir que Uranus, par exemple, quelque part est vénusien, pour moi. Quand on dit que l'uranien est très indépendant, pour moi, les vénusiens sont très indépendants. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles, ils veulent faire les choses à leur guise. Ils pensent que chacun a le droit d'avoir ses opinions, ses idées, et qu'on n'a pas à les défendre ou à les transmettre. Pour moi, c'est très uranien. Et donc, on revient sur ce fameux débat, pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin d'Uranus? Je ne pense pas. Parce que, si au niveau psychologique, je viens de dire que l'uranien est très vénusien, et si au niveau prévisionnel, ce qui fait le changement, c'est les changements de phase, c'est le passage d'une phase à une autre, notamment d'une phase yin à une phase yang, ou yang à une phase yin, c'est du changement. C'est pas marqué par une planète. D'ailleurs, j'ai déjà dit à quel point l'idée de représenter les valeurs majeures de l'astrologie par des planètes est un problème, puisque les planètes, elles ont leur propre progression astronomique, donc par conséquent, elles ne respectent pas l'égalité des phases, la succession des phases, ça embrouille tout. C'est pour ça que souvent, je trouve ça assez comique, les astrologues qui présentent les choses de manière très simple, très cohérente, qui est très systématique, et puis après, ils vous disent de toute façon, il y a des planètes qui bougent, et puis tout ça, ça bouge, et puis l'ordre des planètes n'est jamais le même, leur succession dans le zodiaque n'est pas le même. Donc, on a des choses qui sont très cohérentes, et puis, dès qu'on est dans la pratique, donc on passe d'un système au repos au système au mouvement, on est dans l'incohérence. Et c'est très chagrinant concernant l'astrologie, cette espèce de contraste entre un exposé théorique qui apparaît très cohérent, très structuré, et puis après on nous met ça en rapport avec des planètes qui bougent dans tous les sens, qui ont des rythmes différents, qui peuvent une fois être conjointes, une fois être opposées, etc. Et donc là on est dans la plus grande confusion. Je trouve ça assez effarant. Alors je terminerai cette causerie par un autre développement sur l'astrologie est-elle un langage et un langage cohérent dans sa structure justement théorique. Hein. Parce que, au niveau de la pratique, il est évident que on peut toujours faire passer certaines choses. Donc c'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Quand on nous dit par exemple qu'il y a un lien entre la maison 8, Pluton, le signe Scorpion, que la maison 6 est en rapport avec la Vierge. Quand on trouve toute une série comme ça de corrélations entre différents plans, je considère qu'on a là aussi quelque chose de totalement farfelu. Et les langages,
En revanche, les langages, comme la langue française par exemple, n'ont pas cette bizarrerie. Vous prenez tous les mots qui commencent par, qui comportent le verbe prendre, comme comprendre, apprendre, surprendre, entreprendre, etc. Eh bien, bon, une variante, bien sûr, selon le préfixe, mais c'est très cohérent. On est dans le même domaine, on est dans le domaine de quelque chose qu'on prend, qu'on attrape. On pourrait dire une chose pour d'autres constructions, d'autres verbes qui sont comme ça, précédés de préfixes différents, avec des substantifs différents, mais qui sont toujours dans la même famille morpho-sémantique. Hein. C'est relativement cohérent. Et même au niveau du signifié, bon, alors au niveau du signifié, là on est plutôt dans le signifiant, mais dans le niveau du signifié, voilà, on rapproche des synonymes, enfin, je veux dire, on est toujours dans des choses qui se tiennent. Et quand on passe à l'astrologie, on est en plein dans le syncrétisme. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose, des équivalences qui ne tiennent pas debout et qui ne sont pas simplement des équivalences. Dans par exemple, les synonymes, par exemple, ne se ressemblent pas. Par définition, des synonymes ne se ressemblent pas au niveau de la forme, mais ils se ressemblent au niveau du sens. Et bien là, c'est comme si on avait des synonymes pour rapprocher au niveau de la forme et que on n'arrivait pas à intégrer au niveau du fond. C'est-à-dire qu'on met en vrac tout ce qui traite de l'axe, par exemple, 8, mettons 8, le 9e, 8e signe, telle planète dominante dans ce signe, etc. Tout ça est mis en vrac, et après, on va nous dire qu'il y a un rapport. Est-ce qu'il y a un rapport entre les voyages, par exemple, et le Sagittaire? Sérieux, évidemment, quand on a appris ça, on va dire, ben oui, oui. Donc là, les astrologues, ils ont une structure de langage qui leur est propre, et c'est ça qui est amusant. C'est qu'en fin de compte, en ce sens-là, on peut dire qu'ils pensent différemment. D'ailleurs, je vais parler de ça le 6 juillet dans un exposé au café Falstaff, café Bastille. Le message est déjà dans le médium. Effectivement, les langues nous aident à comprendre. Les langues, même sous leur forme les plus basiques, sous la forme du signifiant, sont porteuses d'une certaine cohérence, d'une certaine sagesse, d'une certaine logique, qui n'est pas abrutissante. Mais en astrologie, c'est pas pareil. En astrologie, on nous met en relation. Alors c'est amusant parce que si on faisait jouer ce jeu, vous savez, d'association d'idées, vous tomberiez sur un astrologue, il aurait des associations d'idées qui seraient totalement propres, qui seraient propres au milieu astrologique. Par exemple, les enfants, la création. Enfin, dire, il y a tout, quand on étudie l'astrologie, il y a tout un réseau comme ça de significations qui ne correspondent à aucune réalité langagière connue. Hein. Donc c'est un langage totalement surréaliste. Il y a sa poésie, certainement, mais qui est surréaliste. Hein. Est-ce qu'il y a un rapport entre le lion et les enfants? Oui, parce que la maison 5, la maison des enfants, avec le lion est 5e signe. Et alors? Et voilà, donc on est constamment dans des choses de ce genre. Les petits voyages, par exemple de la maison 3, sont en rapport avec les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des tas de raisonnements qui aboutissent à ce genre de rapprochement. Et les Gémeaux, le signe des Gémeaux qui est le 3e signe, va être relié à cette maison 3, voilà. Et Mercure, qui est le maître des Gémeaux, sera également associé à la maison 3.
Alors, les astrologues sont tout fiers de ces réseaux, hein, et ils en sont complètement imprégnés. Et d'ailleurs, je dirais même que quelque part, c'est ce qui les rapproche entre eux. Ce qui rapproche les astrologues entre eux, par-delà toute pratique technique qui peut varier, ce sont ces associations d'idées, associations de mots. Vous demandez à n'importe quel astrologue, les voyages, c'est quoi? Ah, les voyages, c'est les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est l'étranger. Le Sagittaire, c'est l'étranger. Le Sagittaire, c'est l'archer. Le Sagittaire, c'est Jupiter. Le Sagittaire, c'est le feu. Mais c'est l'étranger parce que la maison 9 est la maison de l'étranger. Et pourquoi la maison de l'étranger? Bon, parce que c'est les voyages, les longs grands voyages, ça représente la maison 3 qui est les petits voyages. C'est intéressant parce qu'effectivement, dans la théorie des maisons, on commence par des choses de proximité, hein, pour aller vers des choses de plus en plus ambitieuses. Donc, la maison 3, c'est une des premières maisons, donc on est dans les petites choses, des petits voyages, je ne sais pas, dans la ville, dans la banlieue, et puis, oui, et puis à la fin du système, on a la maison 9 avec les grands voyages. Et forcément, donc, ça va affecter l'image du Sagittaire. Moi qui suis du Sagittaire, justement, oui, bon, moi j'ai pas mal voyagé, mais enfin, il n'y a pas de rapport entre les deux. D'autant plus que l'histoire des maisons n'obéit pas du tout à la même logique que celle des signes zodiacaux. Quand on connaît l'histoire de ces deux systèmes, ça n'a rien à voir. Le zodiaque, ce sont les 12 mois de l'année en rapport avec les modes de vie qui sont